Bonsoir à tous les camarades, c'est Stéphane Blais d'Istanbul, vous entendez mon chat qui est en train de gueuler. Bon bref, peu importe, c'est une émission spéciale sur les symphonies, 10 symphonies à écouter absolument et dans les meilleures versions, en tout cas à mon avis. Hein. C'est une émission qu'on m'a demandé de personnes qui me suivent ou qui écoutent ma musique ou des gens qui écoutent l'émission que je fais, Musiques en Liberté sur ERFM ou des gens qui suivent en général mes conseils et qui m'ont dit tiens tu pourrais pas nous donner quelques symphonies qu'il faut absolument avoir entendues et les meilleures versions. Donc c'est ce que je fais ce soir. Alors je commence tout de suite avec la 40e symphonie de Mozart parce que c'est quand même la plus belle, la plus géniale symphonie de Mozart, même si elles sont toutes évidemment, mais la 40e symphonie. Bon, bref, 40e symphonie de Mozart. Alors, mon choix d'interprétation va peut-être surprendre, mais c'est à mon avis la meilleure version. Et je le dis d'autant plus que le chef que je vais citer n'est pas du tout un chef que j'aime, bien au contraire en général. Mais dans cette œuvre-là, il est absolument sublimissime. C'est la version d'Herbert von Karajan avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Alors il se trouve que Karajan est un chef qui moi en général m'ennuie profondément parce que je trouve que c'est lourd dans Liszt, dans Bruckner, dans je sais pas quoi, enfin Wagner ou autre. Ça a jamais été mon truc. Évidemment, les cordes sont sublimes, mais c'est trop, enfin pour moi, c'est trop germanique au sens un peu péjoratif du terme. Ça pèse des tonnes, c'est un peu 25 bières après 3 choucroutes, quoi. Sauf que, et c'est ça qui est incroyable, dans Mozart et en particulier dans cette symphonie, c'est divin. Il y a un truc qui se passe, c'est, à mon avis, j'ai écouté toutes les versions de cette 40e symphonie, enfin toutes celles qu'on peut trouver. C'est pour moi de loin la meilleure. Donc, vous aurez de toute façon en lien hein, tout ce que je suis en train de vous dire pour le retrouver sur YouTube. 40e symphonie de Mozart par Herbert von Karajan avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin. C'était mon premier choix. Le deuxième, la 5e symphonie de Beethoven, évidemment. Ta-ta-ta-tam. Papapapam. Bon, et alors j'ai choisi la version de Carlo Maria Giulini avec l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles. C'est une version absolument géniale, sublime, totalement immatérielle. Enfin, c'est un truc divin. Il est vraiment dans quelque chose. Enfin, je suis certain que Beethoven, qui est pourtant un sale caractère, serait venu l'embrasser. C'est une version sublime qu'il faut absolument avoir entendue parce que c'est une version métaphysique. Je veux dire, c'est pas que des instruments qui jouent ensemble. Et il y a vraiment une dimension, il y a un truc qui se passe, quoi. Voilà. Donc moi, j'aime pas disséquer, parler des heures de tout ça. Écoutez, vous avez pareil, vous aurez le lien en dessous, la version de Carlo Maria Giulini de la 5e symphonie de Beethoven. Alors, on continue avec Beethoven quand même, la 9e symphonie, évidemment, la 9e symphonie, celle qui se termine par l'hymne à la joie, hein, qui a été récupéré par l'Europe de Maastricht pour nous vendre toutes ces merdes, mais en tout cas, c'est quand même un chef-d'œuvre absolu, et il faut admettre qu'à l'époque, l'idée d'une grande Europe n'était pas absurde, mais je pense que si Beethoven avait vu ce qu'on en a fait, il se retournerait dans sa tombe. Donc, 9e symphonie de Beethoven par Sir George Scholti. Sir George Scholti avec l'orchestre symphonique de Chicago. C'est vraiment une version extraordinaire. Scholti était un chef extraordinairement dynamique. Il y a d'ailleurs énormément de caricatures de lui qui le montrent en train de diriger, branché sur une prise électrique. Mais bon, ça c'est un peu le côté fun, mais il n'y a pas que le côté extrêmement dynamique chez Scholti, il y a une intelligence musicale extraordinaire, et donc c'est une très très grande version que je pense que Beethoven n'aurait pas renié. On continue avec Schumann, la 3e symphonie de Schumann, qu'on appelle la Rhénane. Donc là, la Rhénane, en référence au Rhin, hein, bon, voilà. Donc la 3e symphonie de Schumann par également Carlo Maria Giulini. D'ailleurs, c'était dans le même disque à l'époque, dans le même LP, dans le même 33 tours que la 5e symphonie de Beethoven avec l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles. Donc 3e symphonie de Schumann par Carlo Maria Giulini. C'est vraiment quelque chose qu'il faut, il faut vivre ça, il faut l'écouter. Je refuse de trop entrer dans les commentaires, j'ai horreur de ça, la musique ça s'écoute, donc je vous dis simplement écoutez-le, vivez-le, voilà. On continue avec Liszt, la Faust symphonie, qui est de très loin ma symphonie
préférée, mais je veux dire, c'est pas la symphonie la plus facile à entendre parce que elle est très moderne, hein, bien qu'elle ait été écrite en 1853-54. Mais c'est un chef-d'œuvre absolu, où on trouve d'ailleurs le premier exemple de dodécaphonisme, mais de dodécaphonisme qui n'est pas, j'allais dire, pas prétentieux, voilà, c'est l'œuvre la plus moderne de l'époque, enfin comme tout ce qu'a fait Liszt. Et j'ai choisi également la version de Sir George Solti avec l'Orchestre symphonique de Chicago. C'est ce disque-là qui a été enregistré en 1986. C'était le centième anniversaire de la mort de Franz Liszt. C'est ce disque de Solti, je lui ai dit d'ailleurs quelques années après, c'est ce disque-là qui m'a poussé à transcrire pour piano cette symphonie. C'est vraiment cette version, c'est la plus grande version qui ait jamais été enregistrée de cette œuvre. Alors là, vraiment, je sais de quoi je parle parce que c'est l'œuvre qui m'a le plus fasciné peut-être dans l'histoire de la musique, que j'ai tourné, retourné dans tous les sens, dont je connais les moindres détails et que j'ai transcrite pour le piano. Vraiment, la version de Solti avec Chicago est sublimissime et ça n'a jamais été égalé à ce jour. On continue avec Mahler, Gustav Mahler, dont les gens qui me suivent savent que c'est un compositeur que j'adore, mais dont je dis toujours qu'il est souvent victime de la difficulté de son écriture, dans le sens où son écriture est tellement difficile pour les cuivres, pour les cordes, enfin pour la cohésion de l'orchestre. C'est pas que c'est mal écrit, c'est magnifiquement écrit, mais c'est tellement extraordinairement difficile pour un orchestre de mettre tout ça ensemble qu'il a été souvent victime d'interprétations totalement défaillantes, épouvantables, même de grands orchestres, parce que par exemple chez Mahler, l'importance des cuivres est telle, et l'équilibre entre les cuivres et les cordes est tellement difficile, que de temps en temps on écoute des versions, puis on ne comprend rien de ce qui se passe, tout se mélange. Donc il faut vraiment un génie de l'alchimie musicale pour réussir à faire passer son message. Eh bien, il y en a un, c'est Kirill Kondrachine, le plus grand chef russe de tous les temps, et peut-être le plus grand chef de tous les temps. En tout cas, je dis toujours ce que je pense, un génie absolu qui est mort en 1981, hein, je parle de Kondrachine. Donc la 5e symphonie de Mahler par Kirill Kondrachine avec l'orchestre de l'URSS à l'époque, et également on enchaîne avec la 6e symphonie de Mahler, toujours par Kondrachine, cette fois avec l'orchestre philharmonique de Moscou. Donc 5e et 6e symphonie de Mahler par Kirill Kondrachine, la 5e avec l'orchestre de l'URSS, la 6e avec l'orchestre philharmonique de Moscou. C'est inimaginable, c'est sublime, c'est vraiment c'est fantastique. Vous avez aussi une version avec Leningrad. De toute façon, tous les malheurs de Kondrachine sont fantastiques, avec Baden-Baden, peu de temps avant sa mort. C'était vraiment le génie mahlérien. Après, bon, les médias, tout ça, enfin les médias, les spécialistes du classique ont essayé de faire passer Yevgeny Svetlanov pour le génie du siècle alors que c'est de la merde. Enfin, en tout cas, c'est lourdingue. Le plus grand génie de l'interprétation de Mahler, c'est Kirill Kondrachine. Voilà. On continue avec Tchaïkovski et avec Kondrachine. Symphonie numéro 6, la symphonie pathétique, c'est-à-dire la symphonie la plus connue hein, de Tchaïkovski, également par Kirill Kondrachine, également avec l'orchestre philharmonique de Moscou. C'est franchement la meilleure version. Je les ai toutes écoutées. Il n'y a pas une version qui arrive à la cheville de ça. C'était vraiment the chef, quoi. The conductor. On continue maintenant avec Scriabine. Scriabine qui est un compositeur extraordinaire. Bon, il faut vraiment avoir entendu ça. C'est un compositeur qui a commencé avec une musique, on va dire, un peu post-chopinienne et qui a fini avec des trucs complètement apocalyptiques. On se demande ce qu'il fumait, mais je veux dire, c'est extraordinaire. Il a fini sa vie avec des œuvres comme justement la 3e symphonie dont on va parler maintenant, mais aussi le poème de l'extase, Prométhée, et puis il avait ce grand projet qui s'appelait l'Univers.
ben, il est mort avant d'avoir terminé, et son but c'était justement par cette musique totalement nouvelle de mêler les sons, les couleurs, les planètes, les odeurs même avec l'encens. Enfin, c'était de mêler absolument tout ce qui pouvait contribuer à créer un climat et des fréquences nouvelles. C'est un expérimentateur de génie, et Scriabine est sans doute le plus important compositeur du XXe siècle, bien devant tous les autres qu'on connaît, Debussy, Ravel compris. Scriabine, c'est vraiment autre chose. Et je vous invite à découvrir sa troisième symphonie, donc par Vladimir Ashkenazy. Vladimir Ashkenazy, que je connais bien, qui a été pianiste, enfin toujours, mais qui a été un pianiste très très médiatisé, etc., mais qui en avait marre des concerts, etc., et qui a décidé, après la soixantaine, de se mettre à la direction. Alors, il n'a peut-être pas la technique de direction de gens qui ont fait que ça toute leur vie, mais il a l'intelligence musicale absolument supérieure de tous les répertoires qu'il adore. Et quand il enregistre en tant que chef des œuvres de musique russe comme Scriabine, Stravinsky ou Rachmaninoff, c'est absolument remarquable. Et ces enregistrements orchestraux de Scriabine font vraiment office de référence. Donc, troisième symphonie de Scriabine, dans la version de Vladimir Ashkenazy qui dirige le Deutscher Symphony Orchester de Berlin. Voilà, c'est vraiment un truc qu'il faut entendre. Et puis voilà, là, on est sur des symphonies, mais si vous donnez de l'importance à Scriabine, bah, vous aurez bien raison. Je vous conseille d'écouter aussi le poème de l'extase et puis Prométhée. Voilà, vous trouverez tout ça sur YouTube facilement dans la version de Vladimir Ashkenazy. Voilà, on continue avec Dvorak. Dvorak, la symphonie du Nouveau Monde, c'est-à-dire la 9e symphonie. Bon, tout le monde la connaît, elle a été, enfin, le mouvement le plus célèbre a été rendu populaire, enfin popularisé par Serge Gainsbourg dans une de ses chansons. On s'en sert beaucoup dans les musiques de films ou de pubs. Enfin, de toute façon, c'est souvent la pub, évidemment, parce qu'il n'y a pas plus de droits d'auteur à payer, pille le classique. Mais enfin, bon, c'est de bonne guerre, hein, quand il y a plus de 75 ans après que l'œuvre a été écrite. Voilà, c'est gratuit. Et ça montre bien que le classique peut faire vendre, parce que 80% des musiques qui sont utilisées dans la publicité sont des musiques classiques, qu'il s'agisse de Dvorak, qu'il s'agisse de Chopin, de Satie, de Ravel, de Fauré, etc. Il n'y a que ça, ou Debussy ou beaucoup d'autres. Hein. Même moi, je suis surpris qu'on choisisse mes musiques dans des films, des séries américaines, ou mes interprétations de Satie dans Casa de Papel, et puis une nouvelle série, je ne sais plus comment ça s'appelle, Million Little Things, je crois, etc. Très très fier de ça. Maintenant, on espère qu'ils paieront les royalties, parce que c'est un petit peu ça aussi le truc. On ne vous demande pas votre autorisation, et puis ensuite c'est comme ça. Voilà. Mais enfin, ça fait toujours plaisir en effet. Voilà. Donc là, en l'occurrence, la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, encore une fois popularisée par une chanson de Gainsbourg. Bon, évidemment, la version que je vous conseille, c'est aussi celle de Kirill Kondrachine avec l'Orchestre Philharmonique de Moscou. C'est une version live, hein, c'est en concert, c'est absolument génial, c'est fantastique. Voilà. Et puis on termine avec Prokofiev, la symphonie numéro 5. J'aurais pu mettre d'autres symphonies, mais aujourd'hui c'était 10 symphonies. Donc symphonie numéro 5 de Prokofiev, également par Kondrachine. Vous allez me dire, c'est une obsession. Bah, c'est une obsession parce que c'est le meilleur, et puis point barre. Et puis ceux à qui ça plaît pas, qu'ils aillent se faire enculer. Donc symphonie numéro 5 de Prokofiev par Kirill Kondrachine, avec cette fois l'orchestre de la NHK, c'est le grand orchestre japonais. Et c'est quand même une symphonie à entendre. Alors j'aurais pu en choisir d'autres, mais aujourd'hui j'ai voulu quand même un peu dans tous les répertoires. Mozart, Beethoven, Schumann, Liszt, Mahler, Tchaïkovski, Scriabine, Dvorak, Prokofiev. Ça me semblait être 10 symphonies essentielles à écouter pour des personnes qui veulent un peu aller plus loin dans le classique, et avec les meilleures interprétations. Donc j'ai fait mon boulot, vous me l'avez demandé, je l'ai fait. Je vous salue tous, force et honneur, à très bientôt, ciao ciao.